Nous avions le directeur du budget, Othman Sadiq Ahmed. Le directeur du budget, M. Othman Sadiq Ahmed, qui a rappelé les efforts déployés par le gouvernement pour la préparation du projet du budget 2026, dans l'objectif de rendre encore plus meilleures les conditions de vie des populations. Avec la croissance économique que connaît notre pays, notre budget va évoluer. Donc si on se réfère au travail qui a été fait dans le cadre de l'année 2026, notre budget va passer de 170 milliards à 172 milliards 300. Ça fait à peu près une augmentation de 1 milliard 680, soit à peu près 1%. Il faut savoir que cette croissance de l'économie, ces projections budgétaires pour 2026, c'est elles qui vont venir permettre la prise en charge des dépenses. Sur ces chiffres, rien qu'au niveau des recettes, vous devez comprendre que concernant les ressources intérieures, même si le budget global ne croît que de 1%, l'effort qui a été prévu au niveau de notre administration fiscale, ça fait quand même près de 2,4% d'augmentation par rapport à 2025. Les ressources intérieures passent de 146 milliards 900 à 150 milliards 510. Ce sont ces ressources qui vont permettre d'appuyer le plan de dépenses par la suite. Est-ce que cette méthodologie d'un budget équilibré au sens strict, entre guillemets, ne va pas bloquer le programme national de développement? Je vous répondrai que non. L'État est un opérateur rationnel. L'État fait ses calculs, fait ses évaluations. Dans le cadre du travail d'intégration des mesures, qu'elles soient conformes ou pas par rapport au programme national de développement, il y a bien sûr des choix qui doivent être opérés par les ministères eux-mêmes. C'est-à-dire, dans le cadre de ce que nous appelons les négociations budgétaires. Ce sont des réunions techniques entre techniciens où les uns et les autres vont se mettre autour de la table pour parler de leur plan de dépenses sur le moyen terme. Donc, nos ministères vont forcément devoir s'intégrer, s'inscrire dans le cadre de ces projections, de ce travail pour le moyen terme. Et donc, de ce fait, leur plan de dépenses sera aménagé pour intégrer de manière fidèle les aspirations et les attentes qui figurent dans les missions et dans les plans de développement de ces ministères. Donc, bien que je ne me fasse pas d'illusions, je sais que même si c'est un travail difficile, c'est un travail qui devra être fait conjointement avec les ministères pour qu'on puisse avoir une intégration fidèle des programmes de développement, tout en sachant que nous avons des limites. On ne peut pas tout faire, et donc de ce fait, il va falloir forcément que, de la part des uns et des autres, qu'on puisse procéder à des choix, et des choix les plus intelligents possibles. Et ça, c'est en travaillant ensemble? Absolument. D'accord. Il ne s'agit pas d'une mission qui est simplement, qui relève forcément et uniquement du ministère du Budget. Le ministère du Budget est un ministère support, qui est là pour assister, pour faciliter les choses au niveau des ministères dépensiers. Et donc c'est un travail qui devra être fait en conjointement avec ceux qui sont appelés à faire des réalisations sur le terrain au profit du contribuable. D'accord. Ok. L'objectif donc est moins de dépenses. L'objectif est moins de dépenser davantage que de dépenser mieux. Pouvez-vous donc nous donner un exemple concret d'arbitrage dans ce budget où une dépense inefficace a été supprimée au profit d'un investissement à fort impact? Il ne s'agit pas d'une réaction mathématique comme ça, il s'agit en fait d'une réflexion, une réflexion de fond. Je vous ai parlé à l'instant de réunions budgétaires. En fait, pour élaborer les budgets, la direction du budget, qui est un département du ministère du Budget, est appelée à se réunir avec chaque ministère. Ce sont des réunions techniques faites par des techniciens du budget avec les techniciens des ministères concernés. Et donc, de ce fait, il y a un échange et un travail commun pour comprendre, être sensibilisé, trouver les voies et moyens pour permettre au ministère dépensier d'intégrer dans ses écritures des choses qui sont importantes pour lui. Et donc, l'intervention des gens du budget va se faire forcément pour être un opérateur actif, pour assister ces départements et pour l'assister au mieux
par rapport à ses choix. Donc de ce fait, par exemple, des dépenses qui n'ont plus lieu d'être maintenues, reconduites. Prenons le cas d'événements qui peuvent être budgétisés, par exemple, une année, dans le cadre d'un atelier ou des choses comme ça. Si par la suite, il n'y a pas lieu de reconduire cet atelier et les dépenses, les dotations qui ont été mises à la disposition du ministère pour réaliser cet atelier, de ce fait, cet argent, cette dotation va servir forcément pour venir par la suite prendre en charge de nouvelles dépenses ou de nouveaux besoins de la part de ce ministère. Il y a également des efforts qui doivent être réalisés au niveau, par exemple, des ministères dépensiers, même si aujourd'hui la réalité, elle est un peu difficile avec les charges énergétiques, avec les consommations, que ce soit d'électricité, de téléphone ou d'eau, ou les factures qui sont supportées par l'exécution budgétaire au profit donc, des paiements relatifs aux charges énergétiques. Plus on a d'économies, des efforts qui sont faits dans ce sens, plus des ressources pourraient être disponibles pour pouvoir couvrir d'autres plans de dépenses attendus de la part de ces ministères dépensiers. De la même manière, au niveau des investissements, quand un projet qui avait pu être intégré au niveau des investissements a pu être réalisé, ou bien n'est plus de mise, parce qu'il y a des nouveaux événements qui font que les choix stratégiques ont pu être revus. Donc de ce fait, il y a des annulations immédiates pour ces lignes, pour pouvoir par la suite se donner la possibilité de prendre en charge de nouvelles dépenses. C'est ça ce qu'on cherche avec un travail vraiment de porte à porte avec les ministères, ligne par ligne, dotation par dotation, voir qu'est-ce qui doit être maintenu et qu'est-ce qui pourrait faire l'économie pour venir par la suite prendre en charge de nouvelles dépenses sans avoir forcément et automatiquement à chercher à augmenter de manière automatique les ressources mises à la disposition des ministères. Du ministère, d'accord. Parlons donc cette fois-ci de recettes. Les recettes intérieures représentent 92% du budget. Vous affirmez que cette hausse ne provient pas d'une augmentation d'impôts. Alors quels sont les résultats quantitatifs visés pour 2026 en matière, bien sûr, d'élargissement de l'assiette fiscale et de la réduction de la fraude? Le budget, comme j'ai pu vous l'annoncer tout à l'heure, avec une augmentation d'à peu près de un peu moins de 2,5% au niveau de nos ressources intérieures. D'accord. Il y a croissance. Cette croissance, elle devrait également être visible au niveau de nos ressources fiscales. D'accord. Ce n'est pas normal que, d'une part, on parle d'une croissance de l'économie nationale, et d'autre part, on se retrouve avec des résultats, des projections en stagnation au niveau de notre administration fiscale. D'accord. Donc, il y a effectivement des gens qui travaillent ces questions de la performance dans le résultat, des projections macroéconomiques. Je fais partie de ces équipes. Il y a également d'autres départements qui sont concernés par ces questions de réflexion, que ce soit sur le moyen terme ou bien sur le long terme, pour ne citer que la direction de l'économie, qui travaille avec un modèle, le modèle économique de Djibouti, et les techniciens du ministère du Budget, donc un travail conjoint pour faire les projections à moyen terme. Cas de 2026, nous constatons que dans le cas de 2026, l'effort supplémentaire qui est réclamé au niveau de l'administration fiscale, au niveau de la direction générale des impôts, c'est 1,7 milliard d'augmentation par rapport au chiffre de 2025. L'effort supplémentaire réclamé au niveau de la douane et des droits indirects, c'est plus de 1,5 milliard qui est enregistré dans le cadre des projections. Donc, il y a une pression toujours continue. On ne peut pas se limiter simplement à la réalisation d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut toujours mettre la barre de manière un peu plus élevée pour demander toujours mieux et plus de performance de la part de l'administration fiscale. Donc, effectivement, dans le cadre de ces projections, il y a forcément des efforts supplémentaires qui sont réclamés de la part de notre administration fiscale. Dans le même temps, cas de 2026 également, il n'y a pas eu de mesures spécifiques. Comme vous avez pu le voir avec les collègues au niveau de l'administration fiscale, il n'y a pas eu de nouvelle introduction, que ce soit d'impôts ou quoi que ce soit, mais simplement des efforts dans le recouvrement. Et cet effort dans le recouvrement, eh bien, c'est un travail d'une part de longue haleine, mais c'est un travail de tous les jours. C'est-à-dire, pour pouvoir améliorer ces ressources à la disposition de l'État, cela ne pourra être fait qu'avec des
contrôle beaucoup plus important au niveau du terrain, que ce soit pour le foncier par exemple, où les contrôles effectifs sur le terrain vont permettre d'identifier éventuellement les assujettis défaillants. Mais il y a également un travail de coordination à l'interne, coordination entre la direction des domaines et la direction générale des impôts, en actualisant, en permettant à la direction générale des impôts d'avoir la base actualisée de tous ceux qui sont enregistrés au niveau du foncier pour qu'elle fasse mieux encore son travail. Pour l'ITS par exemple, l'impôt sur les salaires, le travail qui devrait être fait avec le rapprochement avec la CNSS pour identifier éventuellement les bases disponibles et voir à ce moment-là s'il y a éventuellement une concordance ou s'il y a discordance, procéder à des redressements et des corrections automatiques. Donc c'est un travail de terrain, c'est un travail de rapprochement dans les écritures qui permettent de mettre en évidence éventuellement les insuffisances, les écarts et donc de ce fait permettre par la suite un recouvrement beaucoup plus important au niveau en tout cas des résultats de l'administration fiscale. D'accord. Parlons cette fois-ci de la budgétisation par programme. La budgétisation par programme, bien sûr, est lancée en phase pilote dans l'éducation, la santé. Pouvez-vous nommer 2 indicateurs de performance précis qui seront désormais liés au crédit et rendu public? 2025-26, c'est une période très charnière. D'accord. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer et quelque chose qui est trop important pour être ignoré. Vous devez comprendre qu'on va passer dans les habitudes de nos habitudes actuelles avec la logique de ce que nous appelons une logique de moyens vers une logique de résultat, une gestion axée sur le résultat. Okay. À ce titre, il y a 2 départements pilotes qui ont été identifiés, l'éducation et la santé. Cette transformation qui est une transformation majeure, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est une transformation mais vraiment de fond dans l'approche. Elle est devenue contraignante pour nous. C'est-à-dire que la logique antérieure, nous avions une approche où, par exemple, lors de l'élaboration du budget, les départements se présentaient en fonction de leur organigramme et tout un chacun expliquait ses besoins pour l'année prochaine. Cette logique de résultat, elle est tout autre. Elle spécifie que les choses ne doivent plus être de cette manière-là. Elle consiste en quoi alors? Elle consiste en une adéquation fidèle entre la demande de dotation supplémentaire avec les missions et les objectifs. Donc la question n'est plus de savoir de quoi avez-vous besoin pour faire votre travail correctement. La question maintenant est de savoir quels sont les objectifs recherchés. Et dans ces objectifs recherchés, quels sont les moyens mis à votre disposition? Quels sont les résultats clés attendus? D'accord. De quoi vous auriez besoin pour atteindre ces résultats clés? Pourquoi? De quelle manière? Etc. Et donc c'est un travail de fond qui normalement va nous permettre d'aller plus vers des résultats tangibles au profit du contribuable. Parce que ce qui intéresse le contribuable, c'est voir les choses se transformer et sa réalité devenir meilleure. En tout cas, sa vie, son existence. Et donc, c'est un changement de fond. Les indicateurs, ce n'est pas les indicateurs qui manquent. Si on prend, par exemple, dans le cadre de l'éducation, des objectifs où, par exemple, on stipule que le taux de scolarisation, par exemple, du préscolaire, d'ici 2030, doit être supérieur ou égal à 60%. Le taux d'achèvement pour ceux qui sont au niveau du primaire doivent dépasser les 90%. Le taux d'achèvement des filles au niveau du primaire doit être supérieur à 90%. Et ainsi de suite. Pour la santé, pour me limiter qu'à l'essentiel, en guise d'illustration, je pourrais parler, par exemple, de l'accès aux soins qui devrait être supérieur ou égal à 90%. Le taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances, faire en sorte que ce résultat baisse de 30%. Taux de mortalité néonatale, il faut qu'il y ait une baisse de 40% d'ici 2030. Vous voyez? Donc, on passe d'une approche où tout était focalisé peut-être sur des structures, sur les besoins de l'administration, vers une approche, cette fois-ci, qui est focalisée sur le résultat à atteindre et donc, quelque part,
une amélioration du bien-être de la population, forcément. D'accord. Donc, pour clore cet entretien, monsieur le directeur du budget, une dernière question. Le budget prévoit le recrutement de 400 agents dans l'éducation, mais aussi dans la santé. Ces postes suffiront-ils à couvrir les besoins, notamment face à l'afflux de plus de 4000 nouveaux bacheliers à l'université? Comment seront répartis ces recrutements? Est-ce que ces ressources sont suffisantes? Je vais essayer d'être le plus honnête possible avec vous. Non. Donc, le fait est que nous faisons du mieux avec les moyens disponibles. Forcément, les besoins sont beaucoup plus importants. Mais, d'un autre côté, on ne peut pas avoir tout focalisé sur tous les secteurs. Tout le monde est important. Tous les secteurs sont importants. Tous les ministères sont importants. Les besoins sont là. Et donc, avec le peu de moyens disponibles à votre niveau, vous devez arriver à faire en sorte que vous puissiez faire du mieux. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Des dotations ont été mises à la disposition et vous devez savoir que, encore une fois, l'éducation et la santé ont été privilégiées. C'est-à-dire qu'aucun autre département, hormis peut-être les aspects sécuritaires qui ont été pris en charge au niveau de ce budget, une variation, on enregistre une variation de 1 milliard à peu près au niveau de la masse salariale supplémentaire. 300 millions au niveau de 300 millions au niveau de l'éducation, un peu moins de 200 millions au niveau de la santé. Maintenant, en ces termes de répartition, c'est simple, c'est toujours la même question. C'est le corps d'enseignants qui est revu à la hausse, les personnels auxiliaires, que ce soit femmes de ménage, gardiens et autres qui sont pris en charge au niveau de l'éducation. Pour ce qui est de la santé, c'est toujours les mêmes rhétoriques qui reviennent. C'est le recrutement de nouveaux médecins, les sages-femmes, les anesthésistes, etc. Donc voilà en gros la répartition qui est inscrite au niveau de ce projet, de cette loi de finances qui est aujourd'hui adoptée depuis le 31 décembre 2025. Merci à vous. C'était donc le directeur du budget, M. Othman Saddiq Ahmed. Et ainsi donc s'achève, mesdames et messieurs, cette première partie des entretiens que nous avions eus avec les hauts cadres du ministère du budget, bien sûr, concernant la loi de finances 2026. Je vous dis à très bientôt.